Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, rubrique podcast. Je vous encourage à partager ce podcast, à mettre une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas parlé d'une de mes lectures. En l'occurrence, ce livre s'appelle Deep Work, travail intense ou profond. Il est écrit par Cal Newport. Donc l'auteur est actuellement professeur d'informatique à Georgetown. C'est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un livre qui s'appelle « Si bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer », ainsi que du très récent Digital Minimalism dont nous parlerons dans quelques semaines. Ce livre Deep Work de Cal Newport est un livre sur la science de la productivité. Cal Newport affirme que le meilleur moyen d'obtenir un travail plus significatif est de travailler en profondeur, de travailler dans un état de concentration élevé, sans distraction sur une seule tâche. Le livre est divisé en deux parties. La première partie explique pourquoi le travail intensif optimise la productivité et pourquoi peu de gens le pratiquent. La seconde partie nous montre comment l'appliquer et faire du travail intensif une pratique régulière dans nos vies. Alors moi j'ai traduit Deep Work par travail intensif, ça peut être profond, concentré, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais moi je l'ai appelé travail intensif. Alors petite note, moi j'ai lu ce livre en anglais car au moment où j'ai souhaité le lire, il n'était pas encore traduit. J'ai fait comme souvent moi-même les traductions et j'ai fait beaucoup de citations dans cet épisode, ce qui fait que certaines citations seront différentes de celles du livre en français, donc si vous le lisez ensuite en français, vous ne retrouverez pas forcément exactement les mêmes termes ou les mêmes phrases, mais je pense que l'idée générale devrait être là. Alors les principales théories développées par l'auteur sont: la première, le travail intensif est la capacité de se concentrer sans distraction sur une tâche exigeante sur le plan cognitif. Ces tâches demandent de la réflexion ou de la créativité. Le travail superficiel est un travail de type logistique, non exigeant sur le plan cognitif, souvent exécuté en étant distrait. Le travail intensif, c'est un peu un super pouvoir dans notre économie de plus en plus compétitive du XXIe siècle. L'hypothèse de l'auteur est que la capacité à effectuer un travail en profondeur devient de plus en plus rare, au même moment où elle devient de plus en plus précieuse dans notre économie. En conséquence, les rares personnes qui cultivent cette compétence et en font ensuite le cœur de leur vie professionnelle vont s'épanouir. Alors à qui s'adresse ce livre ? Mais je dirais à tous ceux qui veulent augmenter leur productivité, qui ressentent souvent en fin de journée qu'ils se sont activés comme des fous mais qu'ils n'ont pas produit beaucoup. À quiconque veut faire plus, mais en moins de temps, afin de concentrer plus de temps à leur projet personnel ou leur famille. Et à toute personne intéressée par le développement personnel, l'amélioration de l'attention et de l'efficacité. Qu'est-ce que ce travail intensif ? Donc, comme je viens de le dire, l'auteur distingue deux types de travail. Donc, le travail intense, ce sont les activités professionnelles effectuées dans un état de concentration sans distraction qui poussent nos capacités cognitives à leurs limites. Ces efforts créent une nouvelle valeur, améliorent nos compétences et sont difficiles à reproduire. À l'opposé, nous avons le travail superficiel, qui sont des tâches non exigeantes sur le plan cognitif, souvent effectuées de manière distraite. Ces efforts tentent à ne pas créer beaucoup de valeur ajoutée dans le monde et ils sont faciles à reproduire. Dans cette dernière catégorie, on pourra inclure vérifier les mails toutes les 2 minutes, répondre aux notifications push et céder à l'attraction de Facebook, Twitter et autres sites d'actualité. Cette compétence de travail en profondeur est si précieuse que l'écrivain économique Eric Becker l'a qualifiée de superpuissance du XXIe siècle. Il faut en gros développer la capacité à apprendre rapidement de nouvelles choses pour rester intéressant pour l'économie. Alors pourquoi ce travail en profondeur est rare et pourtant d'une grande valeur ? Pour commencer, le travail superficiel, c'est plus facile.
Et en plus, il semble être carrément encouragé par la plupart des entreprises. Tout est fait pour assurer une connectivité constante, on attend que les employés donnent des réponses immédiates à toutes les demandes, et cerise sur le gâteau, on nous fait en plus travailler dans des open space. Je vous encourage d'ailleurs à prendre quelques minutes pour regarder une intéressante étude de HBR, qui est sous forme d'une petite vidéo, je vous ai mis le lien dans l'article, qui explique les grands désavantages qu'il y a à travailler dans tous ces bureaux open space ou open plan comme on les appelle, et qui, loin d'apporter les qualités ou en tout cas les avantages qu'on avait imaginés au début, en fait ne font que dégrader la productivité des travailleurs qui s'y trouvent. Par ailleurs, les employés, en choisissant la voie de la moindre résistance, s'adaptent simplement à ce type d'environnement qui favorise le travail superficiel en travaillant aussi de manière superficielle. Selon Newport, la plupart des travailleurs aujourd'hui succombent à quelque chose qu'il appelle comme une occupation de plus en plus visible, comme une reconnaissance de leur productivité. En l'absence d'indicateurs clairs de ce que signifie être utile et productif au travail, de nombreux travailleurs se tournent vers un indicateur industriel de productivité, faire beaucoup de choses qui se voient. Les gens ont développé la facilité d'utiliser les technologies modernes pour obtenir des réponses immédiates en dérangeant les autres. Il est plus simple de lire et de répondre aux mails toute la journée que de se plonger dans un travail important. Nous échangeons beaucoup de mails par simplicité ou par fainéantise pour obtenir des réponses rapides plutôt que de devoir archiver, conserver, se souvenir d'un élément d'un dossier. Alors du coup, nous nous retrouvons occupés toute la journée juste avec les mails et pas du tout avec la vraie mission de notre embauche. Cela nous sauve de l'effort de concentration, de planification et pire encore, nous ne connaissons jamais la satisfaction à long terme d'avoir réalisé un travail conséquent et important, ni d'avoir produit une réelle valeur ajoutée. Cal Newport résume, le travail en profondeur est difficile et le travail superficiel est plus facile. Et en l'absence d'objectifs clairs pour votre travail, l'activité visible qui entoure le travail superficiel devient une forme d'autoconservation. Pourquoi le travail en profondeur est-il précieux ? Eh bien parce qu'il optimise la productivité, il permet de réduire le temps passé sur ses tâches. Et la raison en est assez simple. Le travail en profondeur fait référence à une tâche unique, sans distraction, dans un état de concentration intense pendant de longues périodes. Alors décrivons chacun de ces éléments pour voir comment ils nous aident à optimiser notre productivité. Déjà, on ne fait qu'une seule tâche. Des études ont montré à maintes reprises que le multitâche rend les personnes moins productives. Nul doute que se concentrer sur une tâche à la fois optimise la productivité. Et pour plus d'informations sur les méfaits du multitasking, je vous encourage à relire ou à réécouter l'épisode qui lui était consacré. Deuxième élément, sans distraction. C'est juste du bon sens que nous avons tous expérimenté. Vous faites plus de travail lorsque vous n'êtes pas constamment interrompu par les distractions. Troisième élément, la concentration intense. Si vous pouvez consacrer toute votre énergie à la tâche à accomplir sans vous laisser distraire, vous obtiendrez beaucoup plus de résultats en moins de temps. Plus vous êtes concentré, plus vous êtes productif. Dernier élément, de longues périodes prolongées. Le bénéfice des périodes longues est lié à un concept appelé le résidu d'attention que nous aborderons dans le point suivant. Selon l'auteur, nous sommes ce sur quoi nous nous concentrons. Le bonheur est plus fort dans des périodes d'immersion dans le travail que pendant les périodes de détente. Le travail intense est nécessaire pour extraire le sens de notre travail. C'est aussi nécessaire pour aller à un haut niveau de compétence et le transformer en un savoir-faire plutôt qu'en un métier sans saveur. Nous avons parlé des résidus d'attention qui sont liés au multitasking et donc on va expliquer cette partie. Alors je cite Cal Newport, il nous dit « Lorsque vous passez d'une tâche A à une tâche B, votre attention ne vous suit pas immédiatement. Une partie de votre attention reste bloquée en pensant à la tâche initiale. Ce résidu devient particulièrement important si votre travail sur la tâche A était sans limite et de faible intensité avant le changement. Mais même si vous avez terminé la tâche A avant de passer à autre chose, votre attention reste partagée pendant un moment. » Deuxième citation, « L'habitude commune de travailler dans un état de semi-distraction est potentiellement dévastatrice pour votre performance. Il peut sembler inoffensif de jeter un coup d'œil rapide dans votre boîte de réception toutes les 10 minutes environ. En effet, nombreux sont ceux qui justifient ce comportement plus efficace que l'ancienne pratique consistant à laisser une boîte de réception ouverte à l'écran à tout moment. Cette vérification rapide introduit une nouvelle cible pour votre attention.
Pire encore, en voyant des messages que vous ne pouvez pas traiter pour le moment, ce qui est presque toujours le cas, vous serez obligé de revenir à la tâche principale avec une tâche secondaire non terminée. Cela ne doit pas être sans vous rappeler les fameuses boucles ouvertes dont nous avons parlé dans la série sur la méthode GTD. Les résidus d'attention sont l'une des principales raisons pour lesquelles travailler en profondeur pendant de longues périodes est si bénéfique pour notre productivité. Si vous souhaitez optimiser votre productivité, travaillez pendant de longues périodes en vous concentrant uniquement sur une seule tâche, sans distraction. En d'autres termes, travaillez intensément. Le travail intensif est une compétence qui s'acquiert. Et je cite à nouveau l'auteur, « Pour tirer le meilleur parti de vos habitudes de travail en profondeur, vous devez suivre une formation. Comme expliqué précédemment, cette formation doit viser 2 objectifs, améliorer votre capacité de concentration intense et surmonter votre désir de distraction. » Cal Newport mentionne plusieurs fois que la capacité à effectuer un travail intensif doit être renforcée sur une longue période. Si un débutant commence à travailler intensément, il ne travaillera pas aussi longtemps que quelqu'un qui fait un travail en profondeur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. En d'autres termes, le travail intense est une compétence qui doit être mise en pratique. Ne vous attendez pas à pouvoir travailler intensément pendant des heures dès le début. Vous pourriez avoir seulement la concentration et l'énergie de le faire pendant 1 heure ou 2 par jour. Mais au fur et à mesure que vous continuez à perfectionner vos compétences, vous serez capable de travailler en profondeur, de produire une quantité énorme de travail et de récolter tous les avantages du travail intensif. Selon Newport, les 2 compétences essentielles nécessaires à un travail en profondeur sont la capacité de concentration et la capacité de vaincre le désir de distraction. Ces 2 sous-compétences améliorent les compétences globales du travail intense. Alors il nous donne plusieurs astuces et notamment 4 règles pour ce travail intense. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Comme nous l'avons dit, c'est parce que nous sommes accros aux distractions, accros au multitasking. Dans la 2e partie de son livre, l'auteur a pour objectif de nous aider à déployer cette technique de travail intense dans nos vies. Donc il y a 4 règles. La première, travailler intensément. La seconde, embrasser l'ennui. La 3e, quitter les médias sociaux. La 4e, canaliser le travail superficiel. Alors, passons-les en revue. Le premier point, travailler intensément. En raison de sa nature laborieuse, c'est ce que la plupart d'entre nous ne voulons pas faire. Ajoutez à cela un environnement et une culture qui rendent le travail intense difficile, et une quantité finie de volonté qui s'épuise à mesure que nous l'utilisons, et vous avez la recette du travail superficiel. Pour que le travail intense occupe une place de choix dans votre vie quotidienne, nous devons créer des rituels et des routines qui rendent les choses plus faciles et plus automatiques pour nous. Règle 2, embrasser l'ennui. La concentration intense est une compétence qui doit être formée. Tout comme les athlètes qui doivent prendre soin de leur corps en dehors de leur séance d'entraînement, vous devez prendre soin de votre concentration en dehors de vos séances de travail en profondeur. Si tout au long de votre vie quotidienne, vous vous laissez aller aux distractions au moindre soupçon d'ennui, vous aurez du mal à développer le type de concentration profonde nécessaire au travail intense. Pire encore, vous allez littéralement entraîner et réarmer votre cerveau pour une distraction à la demande. Le résultat, vous serez câblé pour vous laisser distraire encore et encore, et même si vous voulez vous concentrer et travailler intensément. La solution, c'est accepter l'ennui. Arrêtez de consulter votre boîte mail ou votre smartphone à chaque occasion. Entraînez votre capacité à résister aux distractions. Règle 3. Quittez les réseaux sociaux. Selon l'auteur, les médias sociaux sont le meilleur exemple de vie superficielle. Comme il le souligne, le fait qu'il offre un petit avantage ne signifie pas qu'il mérite le temps que nous lui consacrons. Vous ne pouvez tout simplement pas travailler intensément si vous ressentez le besoin de sauter sur les médias sociaux toutes les 2 minutes. En raison de leur nature addictive, les médias sociaux et la vie intentionnelle ne font pas bon ménage. L'auteur ne recommande pas de faire des pauses d'utilisation des réseaux sociaux comme des détox digitales. Non, il faut faire des pauses dans le travail intensif. Je pense que vous percevez la différence. Quand on fait une pause d'utilisation des réseaux, c'est un peu comme si les réseaux étaient l'essentiel de notre vie. On ne veut pas vivre sans, et du coup, il faut couper de temps à autre pour prévoir des périodes de travail intense. Or là, nous nous inscrivons dans la démarche inverse. Par défaut, afin d'atteindre nos objectifs de vie, nous devrions nous inscrire dans un mode de travail intense et prendre des pauses, par exemple en consultant les réseaux sociaux. Ainsi, il propose de planifier des périodes de temps pour surfer sur Internet, gérer nos mails, consulter nos profils sociaux.
On ne se repose pas des distractions, on se repose de la concentration. Il décrit aussi comment on peut se défaire de notre addiction aux réseaux sociaux en évaluant leur rapport réel dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que font pour nous les réseaux sociaux? Nous permettent-ils de faire avancer nos principaux objectifs? Règle numéro 4, canaliser le superficiel. Le travail superficiel consiste, entre autres, à répondre à des courriels, à passer des appels téléphoniques, à assister à des réunions ou à d'autres tâches inévitables mais finalement peu rentables. Si vous voulez vraiment travailler en profondeur, vous devez canaliser les tâches superficielles, vous devez prévoir du temps pour les travaux essentiels et consacrer le moins de temps possible à des tâches de moindre valeur. Ne laissez pas le travail superficiel entraver le travail intense. L'auteur propose aussi d'utiliser des routines pour ancrer l'habitude de travailler intensément. Je le cite, « La clé pour développer une habitude de travail profonde est d'aller au-delà des bonnes intentions et d'ajouter des routines et des rituels à votre vie professionnelle conçus pour réduire au maximum votre volonté limitée nécessaire pour la transition et maintenir un état de concentration ininterrompu. » Si vous décidez par exemple, au milieu d'une après-midi de distraction, passer à naviguer sur le web, de passer à une tâche exigeante sur le plan cognitif, vous aurez beaucoup de mal à faire appel à votre volonté limitée pour détourner votre attention de l'appel des réseaux en ligne. De telles tentatives échoueront donc fréquemment. D'autre part, si vous déployez des routines et des rituels intelligents, peut-être une heure fixe et un endroit calme utilisé chaque jour pour vos tâches les plus ardues, vous auriez besoin de beaucoup moins de volonté pour commencer et poursuivre ces tâches. À long terme, vous ferez donc bien plus souvent ces efforts importants. Fin de citation. Selon Newport, il existe 4 approches pour créer le temps nécessaire au travail intense. Il propose de choisir une méthode ou de combiner des approches adaptées à votre style de vie. La première approche, c'est la philosophie monastique. Cela implique de se couper complètement des distractions dans un monastère, comme un moine par exemple. La philosophie bimodale. Ce mode alterne une vie normalement engagée et une approche monastique. La philosophie rythmique. Cela implique une heure fixe pour le travail en profondeur tous les jours, par exemple entre 5h et 7h du matin, il est très matinal, ou des jours fixes dans une semaine consacrés aux travaux essentiels. Enfin, la philosophie journalistique, et c'est l'approche principale de Cal Newport, il insère des séances de travail intenses dans son emploi du temps chaque fois qu'il le peut, un peu comme un journaliste prêt à écrire dans des délais chaque fois que la situation se présente. Un travailleur indépendant pourra peut-être choisir l'approche rythmique car il sera relativement libre de choisir son emploi du temps, alors qu'un employé utilisera certainement l'approche journalistique. Un écrivain pourra peut-être se retirer dans un monastère pour écrire un livre, de même peut-être qu'une personne ayant une thèse ou un mémoire à rédiger s'il a l'opportunité de pouvoir comme ça s'isoler pendant de grandes périodes de temps. À chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Cal Newport nous recommande aussi de nous concentrer sur ce qui est primordial. Alors comme là à nouveau, je cite l'auteur, comme l'expliquent les auteurs de The Four Disciplines of Execution, plus vous essayez de faire, moins vous accomplissez réellement. Fin de citation. Ils expliquent que l'exécution devrait viser un petit nombre d'objectifs extrêmement importants. Pour une personne concentrée sur le travail en profondeur, l'implication est que vous devez identifier un petit nombre de résultats ambitieux à poursuivre avec vos heures de travail en profondeur. L'exhortation générale à passer plus de temps à travailler en profondeur ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Dans un article de 2014 intitulé « The Art of Focus », l'écrivain David Brooks a approuvé cette approche consistant à laisser des objectifs ambitieux conduire à un comportement ciblé, en expliquant « Si vous voulez gagner la guerre pour attirer l'attention, n'essayez pas de dire non aux distractions triviales que vous trouvez sur votre passage. Essayez plutôt de dire oui aux sujets qui suscitent un désir terrifiant et laissez un désir terrifiant envahir tout le reste. » Dire non aux distractions, rien que pour dire non aux distractions, n'est pas très motivant. Mais dire non aux distractions pour atteindre un objectif ambitieux est en revanche très motivant. Si Facebook s'oppose à cet objectif extrêmement important que vous poursuivez, vous vous sentirez obligé d'éviter cette distraction. C'est beaucoup plus facile de dire non aux distractions lorsque vous avez un très grand oui que vous recherchez.
Cela pose la question, quel est votre objectif extrêmement important? Définissez-le et bannissez les distractions de votre vie et utilisez un travail en profondeur pour y arriver le plus rapidement possible. Cal Newport nous parle aussi de la valeur du repos. Je le cite à nouveau. Des décennies de travail dans de multiples sous-domaines de la psychologie nous amènent à conclure qu'un repos régulier de votre cerveau améliore la qualité de votre travail en profondeur. Quand tu travailles, travaille dur. Quand tu as fini, c'est fini. Fin de citation. Cal Newport fait valoir que vous devriez prévoir un temps de loisir régulier et substantiel dans votre journée en vous libérant totalement des préoccupations professionnelles. Ce temps de repos, assez paradoxalement, est nécessaire pour faire un travail en profondeur. Il propose 3 bonnes raisons. Les temps morts ou temps de repos facilitent la compréhension. Il s'avère que pour certaines décisions, il est préférable de laisser notre esprit inconscient faire le tri. En occupant votre esprit conscient avec des activités de loisirs, vous serez en mesure de prendre des décisions meilleures et d'avoir plus de perspectives. Les temps morts aident aussi à recharger l'énergie nécessaire pour travailler en profondeur. Le type d'attention utilisé pendant le travail en profondeur, que l'on appelle aussi l'attention dirigée, est une ressource limitée. Afin de reconstituer cette ressource, vous devez lui donner une pause de temps en temps. Enfin, le travail que nous aurions fait pendant ce temps calme n'est généralement pas si important. Votre capacité de travail en profondeur dans une journée donnée est limitée à quelques heures. Il parle environ de 4 heures. Une fois que vous avez utilisé toutes ces heures, tout travail ultérieur est moins productif et donc moins important. Notez que lorsque nous parlons de temps de repos ou de temps mort, nous ne parlons pas de travail superficiel ni d'activité qui continue à utiliser notre attention dirigée. Au lieu de cela, nous parlons du vrai temps de loisir, faire une promenade, avoir une conversation informelle avec un ami, écouter de la musique, jouer à un jeu avec ses enfants, courir, etc. Alors comment intégrer un temps de repos dans nos journées? Cal Newport recommande un rituel de fin de journée. À la fin de votre journée, ne tenez pas compte des problèmes liés au travail jusqu'au lendemain matin. Pas de vérification des emails après le dîner, pas de répétition mentale des conversations, aucune anticipation sur la façon dont vous allez gérer un défi à venir. Du mieux que vous pouvez, arrêtez complètement votre travail. Cal Newport explique qu'il termine sa journée de travail à 5h30 et qu'il travaille rarement le week-end. Pourtant, il a été capable d'écrire plusieurs best-sellers, il est actuellement professeur, et d'écrire aussi plusieurs articles scientifiques chaque année. Le fait est que la productivité ne consiste pas à faire plus d'heures. Il s'agit de tirer le meilleur parti de vos heures de travail et de récupérer convenablement de vos heures de travail. Il nous propose des techniques, comme celle de la technique de Roosevelt. Alors, je le cite, « Cette stratégie vous demande d'injecter occasionnellement une pointe d'intensité rooseveltienne dans votre propre journée de travail. En particulier, identifiez une tâche en profondeur, c'est-à-dire une tâche qui nécessite un travail en profondeur, qui figure en haut de votre liste de priorité. Estimez combien de temps vous auriez normalement prévu pour une obligation de ce type, puis donnez-vous une échéance challengeante qui réduit considérablement ce délai. Motivez-vous en réglant un compte à rebours sur votre téléphone et rangez-le là où vous ne pouvez pas le voir pendant que vous travaillez. À ce stade, il ne devrait y avoir qu'un seul moyen possible d'accomplir cette tâche ardue à temps. Travailler avec une grande intensité. Pas de coupure d'email, pas de rêverie, pas de navigation sur Facebook, pas de visite répétée à la machine à café. Comme Roosevelt à Harvard, attaquez la tâche avec chaque neurone libre jusqu'à ce qu'elle cède sous votre indéfectible concentration. Ces sessions courtes et productives, donc inspirées par des périodes d'études courtes mais intenses de Teddy Roosevelt, constituent un moyen simple d'injecter du travail en profondeur dans vos journées. L'avantage de ces sprints de travail est qu'ils sont incompatibles avec la distraction. Il n'y a aucun moyen de céder aux distractions tout en respectant votre échéance, tout en améliorant ainsi votre capacité de résister à de telles envies. En outre, l'utilisation régulière de ces sessions vous permet d'atteindre un nouveau niveau de concentration. Et pourquoi cela ? Parce qu'elles sont comme un entraînement par intervalle de la concentration pour notre cerveau. La vie intentionnelle. Nouvelle citation de l'auteur. La vie intentionnelle, bien sûr, n'est pas pour tout le monde. Cela demande du travail et des changements radicaux dans vos habitudes. Il existe également un malaise qui entoure tout effort visant à produire les meilleures choses que vous êtes capable de produire, car cela vous oblige à faire face à la possibilité que votre meilleur ne soit pas encore aussi bon. Voyons les choses en face. Vivre et travailler en profondeur, c'est douloureux.
Vous devez constamment lutter contre les distractions, repousser vos limites et votre concentration, passer moins de temps sur les médias sociaux, passer moins de temps sur Internet, planifier vos journées et même votre temps de loisir à l'avance, etc. Cette vie intentionnelle n'est pas pour tout le monde. Pour la plupart des gens, c'est trop de travail et trop de contraintes. Il est beaucoup plus facile de céder au confort de l'activité superficielle. Il est beaucoup plus facile de perdre du temps sur les médias sociaux. Il est beaucoup plus facile de céder aux tentations lorsqu'elles se présentent. Cependant, si vous voulez vraiment maximiser votre productivité, déployer votre esprit au maximum de ses capacités et faire avancer les choses, alors je crains qu'il n'y ait pas d'autre moyen, ni de meilleur moyen, que de poursuivre une vie intentionnelle et profonde. Cal Newport termine le livre avec une citation de l'écrivain Winifred Gallagher « Je mènerai une vie concentrée, car c'est le meilleur type qui soit ». Pour résumer un tout petit peu ce livre qui est extrêmement profond, comme le travail. Donc il nous dit effectivement qu'il faut travailler en profondeur, de décider donc de la philosophie que nous allons utiliser, monastique, bimodale, rythmique ou journalistique, mettre en place des rituels pour commencer et terminer nos blocs de travail intenses dans la journée, décider de ces rituels, où est-ce qu'on va travailler, pour combien de temps, comment est-ce qu'on va travailler. Il nous conseille de nous concentrer sur l'essentiel, d'identifier un petit nombre de résultats ambitieux à poursuivre avec nos heures de travail en profondeur, de créer des indicateurs de succès, de porter notre attention sur l'amélioration des comportements que nous contrôlons directement dans un proche avenir et qui auront ensuite un impact positif sur nos objectifs à long terme. Ce sont de nouvelles habitudes qui nous permettront d'atteindre nos objectifs ultimes. Dans notre cas, il va par exemple s'agir du temps passé en travaillant intensément sur des tâches les plus importantes qui fera avancer nos objectifs ultimes. On pourra ainsi enregistrer le nombre d'heures passées dans un état de travail intense. Cela aura pour but, d'une part, de quantifier les heures et de nous encourager à être réguliers dans la pratique. Et sur un plus long terme, cela nous permettra d'estimer avec une certaine précision quel temps il nous est nécessaire pour accomplir telle ou telle tâche dans le cas où nous avons régulièrement des travaux importants et similaires à accomplir. Enfin, pour compléter cette méthode, on pourra rendre des comptes à des collègues ou membres de notre équipe en montrant le temps passé, les résultats obtenus et en se fixant de nouveaux objectifs à atteindre. On est ici dans une notion de responsabilisation ou d'accountability dont nous avons déjà parlé. Et il faut aussi savoir s'arrêter de travailler. Quand la journée de travail est terminée, eh bien on ne se soucie plus des sujets liés au travail jusqu'au lendemain matin. Quand on est à l'arrêt, on est à l'arrêt. Et on accepte l'ennui. On entraîne notre capacité ainsi à nous concentrer. On doit se reposer des séances de concentration, pas des séances de distraction. Et pour cela, on va planifier à l'avance notre utilisation d'Internet et éviter complètement de l'utiliser en dehors de ses horaires. Il nous encourage aussi à travailler comme Teddy Roosevelt, en identifiant une tâche de travail en profondeur dans notre liste de priorités, estimer combien de temps nous avons normalement besoin pour réaliser cette tâche, et ensuite réduire le temps qu'on lui alloue. Il nous parle aussi de la méditation productive, c'est-à-dire que pendant une période au cours de laquelle on est occupé physiquement et non mentalement, nous allons concentrer notre attention sur un seul problème professionnel bien défini. Par ailleurs, il nous propose de quitter les médias sociaux. Alors pour cela, il nous demande d'identifier donc les principaux objectifs de valeur dans notre vie professionnelle et personnelle. Une fois qu'on les a identifiés, de répertorier pour chacune 2 ou 3 activités les plus importantes qui vont nous aider à atteindre ces objectifs. L'étape suivante est donc d'examiner les outils réseaux, les réseaux sociaux que nous utilisons actuellement, et pour chacun d'eux, de passer en revue les activités clés que nous avons identifiées et de nous demander si leur utilisation a un impact substantiellement positif, négatif ou un impact faible sur notre participation régulière et réussie à une activité. Vient maintenant la décision importante, continuez à utiliser un outil uniquement si vous avez conclu qu'il avait un impact positif important qui l'emportait sur des impacts négatifs. Il nous conseille de ne pas utiliser Internet pour nous divertir, mais de donner à notre cerveau une alternative de qualité, comme de lire, de discuter avec des proches ou de faire une activité physique. Enfin, il nous conseille de canaliser le non essentiel, de regarder tout le travail superficiel avec suspicion, de programmer chaque minute de notre journée en utilisant la technique du time blocking, toute la journée doit être planifiée à l'avance, de quantifier la profondeur de chaque activité, de dire oui à l'essentiel et d'être difficilement joignable. Je vais terminer sur mon avis sur ce livre. Alors, il nous donne très clairement des techniques très efficaces pour rester concentré et ainsi abattre un travail considérable en très peu de temps.
Cela reste néanmoins très difficile à mettre en place pour tous ceux qui travaillent dans les open space, entourés de bruit, de conversations téléphoniques et de toute autre nuisance qui nous empêche d'atteindre un niveau de concentration suffisant ou qui nous empêche d'y rester longtemps. Moi qui suis dans cette situation, j'ai opté pour un casque anti-bruit. Cependant, si mon chef déboule inopinément pour me demander de venir dans son bureau, si mes collègues viennent me taper sur l'épaule pour me poser une question, je suis invariablement distraite. J'ai trouvé une petite parade en bravant l'interdit du travail à domicile qui est de mise dans mon entreprise, et quelques jours par mois, je m'isole chez moi, surtout quand je vois la masse de travail important s'amonceler et que je ne parviens pas à endiguer le flot, faute de pouvoir y assigner suffisamment de temps de qualité. Mais ce n'est pas nécessairement une possibilité offerte à tous. Heureusement, je n'éprouve pas le besoin de regarder mes profils sociaux toutes les 15 minutes quand je travaille, ni même mes mails, même si le paramétrage des mails chez nous est fait en sorte que je ne puisse pas empêcher les notifications en bas de l'écran. Mais j'ai appris à ne pas les regarder. Concernant le travail sur l'attention, c'est vrai qu'avec la pratique, on parvient à rester plus longtemps concentré. Après, je suis quelqu'un qui parvient relativement facilement à rentrer en grande concentration, donc je ne suis pas nécessairement très objective. Mais les résultats sont là. Pour ce qui est du repos, bien évidemment, nous en avons tous besoin, et effectivement, il faut apprendre à couper après une certaine heure, à ne plus être joignable pour répondre aux urgences des autres. Dans la grande majorité des cas, nous ne sommes pas des gens dont l'activité permet de sauver des vies, donc il fera jour demain. Pour ce qui est de ne pas être joignable, je plus sois aussi. Si vous donnez l'habitude à votre entourage de leur envoyer des messages à n'importe quel moment en attendant une réponse immédiate, ne vous étonnez pas qu'ils tentent de vous contacter à leur tour n'importe quand. Si vous commencez à ne plus lire vos messages en dehors de certaines heures, à ne plus répondre à la minute, vous verrez aussi les attitudes de vos contacts changer. Donc il y a plein de bonnes choses dans ce livre, plus ou moins simple à mettre en œuvre, mais je vous encourage tous sur cette voie. Le livre existe à présent en français, donc n'hésitez pas à l'acquérir, à le lire, à l'appliquer. Très prochainement, nous parlerons du dernier livre de Cal Newport, Digital Minimalism. Très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!